Commencer. Action. C'est parti. Et mon invité aujourd'hui, c'est donc Loana Fagé. Bonjour Loana, bienvenue. Bonjour Mathieu, merci de me recevoir sur ton podcast. Merci à toi d'être là aujourd'hui, parce que c'est plutôt courageux, c'est notre premier podcast. Tu vas un peu essuyer les plâtres, pas trop peur? Ça va le faire. Bon, ok. Écoute, comment on fait les choses bien? Nous, de notre côté, on a préparé un petit portrait de toi, d'accord, que je vais te faire écouter. Et puis comme ça, je te laisserai réagir par la suite et tu me diras un peu ce que t'en penses. Ok. Loana, tu as 37 ans, tu es mariée à Romain que tu as rencontré sur Bordeaux lorsqu'il était pompier. Vous êtes tous les deux parents d'un petit Jules à qui vous avez rapidement donné un petit frère du nom de César. Jules, César, humour ou hasard, tu nous diras. Plus jeune, tu as suivi un parcours pro dans la photographie, l'univers artistique qui est d'ailleurs le fil conducteur de ta carrière. C'est lui qui t'amène vers la décoration d'intérieur et cette marque de mobilier en bois que vous avez lancée sous le nom de Blumcal. Un concept qui mêle un atelier de menuiserie, un magasin et un restaurant. Des réalisations pensées, fabriquées à Angoulême, votre ville de cœur depuis maintenant 11 ans. Tu dis souvent que tu ne te revendiques pas designer, mais que tu aimes laisser parler tes envies et te faire plaisir. Tu as bien raison. Parmi tes passions, les voyages, la bonne nourriture, le gin et le vin blanc. Bref, tu es une bonne vivante avec une tête bien remplie et des projets plein les valises. Bon, ok, vous me connaissez bien, je crois, du coup, j'ai pas grand chose à redire, clairement. Ah, t'inquiète, on va trouver. Est-ce que du coup, on s'est pas trompé, déjà? Ah non, vous êtes pas trompé. Bon. Je pense que ça décrit assez bien la personne que je suis. Je vais compléter un petit peu parce que dans différentes interviews qu'on a trouvées sur toi, on a trouvé un mantra que tu répètes souvent, c'est qu'impossible n'est pas possible. Ouais. C'est vrai? Je pense que pour être chef d'entreprise, il faut avoir ce mantra en soi. C'est ce que ça évoque pour toi? Clairement. Ouais, c'est lié à l'entrepreneuriat. Tu l'avais d'avant ou c'est depuis que tu es dans l'entrepreneuriat que tu penses un peu comme ça? Non, c'est venu, je pense, depuis que je suis dans l'entrepreneuriat par rapport à ce que tu vives l'entrepreneuriat, les moments de doute, les moments de réussite, c'est un peu les montagnes russes au quotidien. Et puis, je pense que je l'ai aussi grâce à Romain qui est ultra positif au quotidien et qui m'a toujours permis de m'élever et de penser plus haut et d'aller plus loin dans mes projets, enfin dans nos projets communs d'ailleurs, parce qu'il fait partie de l'aventure. Donc voilà. Mais justement, parlons-en un petit peu de vos projets. Comment ça a démarré un petit peu tout ça à Blumcal? Ça a démarré... À l'époque, ça s'appelait pas comme ça, si mes souvenirs sont bons. Ouais, ça s'appelait Mum, Dad and Me. Le truc, rien à voir en fait. On est arrivé ici donc il y a 11 ans, effectivement. On est plutôt venu pour se rapprocher de la famille et puis pour un projet immobilier parce qu'on fait pas mal d'immobilier à côté. Ça a quand même un lien pour nous, voilà. On est agenceur donc on aime l'immobilier en tant que tel, la pierre. Et ce projet s'est pas fait. Puis du coup on avait tout vendu sur Bordeaux donc on s'est dit mais qu'est-ce qu'on va faire de nos vies? Et grosse remise en question et finalement on venait d'avoir Jules. Donc moi j'ai envie de monter un concept store où on pouvait faire de la déco et puis Romain avait envie de revenir à son métier de base qui est la menuiserie parce qu'ils sont menuisiers de père en fils. Du coup on s'est lancé un petit peu sans réfléchir au départ et on s'est dit allez vas-y on monte un atelier, on fait une boutique, on fait de la réno, on s'amuse et puis en fait on s'est plus qu'amusé parce qu'on a eu une croissance exponentielle et comme on est je pense entrepreneur de base du coup on s'est pris au jeu. Donc à l'époque, si je me souviens souvent, ça s'appelait Mum, Dad and Me. Tout à fait. C'est situé dans le centre-ville d'Angoulême. T'avais une petite boutique, vous proposiez pas mal de petits jouets de mémoire, des éléments on faisait pas mal bois. d'accessoires enfants, puis on faisait pas mal de chine, donc on rénovait pas mal de meubles des années 50-60. Puis après on a créé notre première collection de meubles qu'on a designé, mais je suis pas designer, on se présente pas comme tel, c'est plus des envies, des moments, travailler le bois, se faire plaisir et puis c'est venu naturellement quoi. Quel âge tu as à l'époque, rappelle-moi? Il y a 11 ans. Du coup, j'ai quel âge, Mathieu? Oh non, je vais pas le dire. Tu vas pas le dire? Pourquoi? On est nuls en maths en fait, c'est tout simplement ça. Donc il y a 11 ans, du coup t'es jeune, t'as un enfant, vous lancez ça, ça se passe plutôt j'avais bien. 25 ans quoi. Ouais. Et donc après cette boutique, il y a un gros projet. Il y a un gros projet. Vous décidez de partir et de changer de nom si ma mémoire est bonne. Ouais, de s'appeler Blumcal. En fait, on fait le salon maison et objets. Et donc du coup, on expose notre collection à Maison et Objets, qui a un gros tremplin, un lieu de... C'est un gros salon à Paris, je crois, Maison et Objets. C'est un gros salon sur la décoration, où tu as tous les archis, les boutiques de déco et tout ça. Donc on a le pari un peu fou de faire ce salon. On le fait trois fois de suite, 3 éditions de suite, parce que c'est 2 par an. Et on présente notre collection.
Et là, en fait, putain, on présente notre collection, mais avec Mum Dad Enemy, quoi. Le nom, ça va pas du tout. Ça fait pas marque, ça fait pas affirmer. Du coup, il faut qu'on change de nom. Bon, ok. Bah alors, quand ça fait 3 ans que tu t'appelles comme ça et qu'il faut changer de nom pour avoir une notoriété de marque et pouvoir monter une marque, bah c'est ultra complexe, en fait. Vous aviez pris des intervenants extérieurs pour vous aider ou c'est que vous? Pas du tout. On s'est lancés tous les deux. On était 4 là à cette époque-là. Et non, on est autodidacte en fait. On s'est débrouillé. Des fois, on aurait mieux fait de se faire entourer de gens un peu plus compétents, je pense. Mais non, on a fait ça seul. Je pense que vu que j'ai fait des études de photo, je bidouillais moi sur Photoshop, je sais faire de la retouche. Du coup, on a créé les premières cartes de visite, le logo tout seul. Enfin voilà, on a tout fait tout seul. Donc là, on change de nom et on devient Blomkål pour les puristes. Pour les Blomkål, parce que c'est un nom danois, suédois, et le A avec le petit O se prononce Ål si on est puriste. Bon, en tant que bon français, on dit tous Blomkål ici, donc c'est pas un problème. Du coup, on se l'a adopté ce nom en disant Blomkål la plupart du temps. Et comment on devient Blomkål? Et après combien de recherches pour changer de nom? Vas-y, dis-nous. Ça a duré, 1 mois et demi. Mais ce qui était énorme, tous les jours, comment on va faire, comment on va s'appeler, comment on va faire. Tu te rappelles un peu des autres noms que vous aviez trouvés à ce moment-là? Non. Non, parce qu'il y avait rien, en fait. Ça matchait jamais. Et puis, on avait beau, tu vois, réfléchir, ça allait jamais, en fait. Et là, c'est venu. Et à un moment, paf, chou-fleur. Chou-fleur. Parce que Blomkål, qu'est-ce que c'est sexy, chou-fleur. Blomkål, ça veut dire, de mémoire, tu me l'avais dit une fois, ça veut dire chou-fleur en danois. Mais en fait, dans ma tête, ça va plus loin. On était en Norvège, dans un train, au milieu de rien. Il n'y avait pas de réseau. Et la veille, il y avait eu les attentats au Bataclan. Donc, grosse période pour nous en France. Sauf que nous, on n'était pas au courant. On était partis en voyage, on avait voyagé, on avait un peu de jet lag. Tu vois, on dormait. Et en fait, on se réveille, on monte dans ce putain de train et on avait 8 heures de train en plein milieu des montagnes, dans la neige profonde et tout. Ah, les paysages étaient magnifiques. Mais tu vois, en Suède, ils ont une façon d'être. Ils sont pas individualistes, ce sont des gens qui pensent aux autres. Et donc, du coup, ils venaient nous voir. Toutes nos excuses, les gens pleuraient limite. Puis nous, on se disait, mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce bordel, quoi? Puis on était toujours à la recherche de ce fameux nom. Et puis, et là, Romain, il dit, attends, mais il faut qu'on se connecte, il y a un problème, quoi. Qu'est-ce qui se passe? Et là, on découvre en live les attentats au Bataclan. Et là, waouh, grosse claque dans la gueule. Et en fait, je sais pas pourquoi, je prends mon traducteur et je tape chou-fleur sur le traducteur en norvégien. Pourquoi chou-fleur? Je sais pas pourquoi chou-fleur. Ouais, dans un train, on découvre cette histoire absolument triste, et là, chou-fleur. Ouais, je sais pas. Et là, chou-fleur. Et là, je fais, mais c'est carrément une évidence. Regarde la merde dans notre pays. Regarde ce qui vient de se passer. Un peu de naïveté dans ce monde de brut, ça fera pas de mal. Et tu vois, de Mum Dad Enemy, maman, papa et moi, la création trop mignonne, la famille, l'enfant. Ben en fait, de tout ça est né un petit chou hybride. Donc les garçons naissent dans les choux, les filles dans les fleurs. Naïveté parce que on était en période ultra complexe au niveau du Bataclan. Et je me suis dit, en fait, ça a un sens, tu vois. De notre petit bébé est né un vrai chou aujourd'hui qui s'appelle Blomkål et qui va prospérer en ayant de la bienveillance par rapport à tout ce qui se passe dans le monde. Et je trouvais que ça avait un sens. Et ça m'a parlé, je me suis dit ok bingo, en plus c'est beau, c'est bien écrit, la prononciation est belle et la signification pour moi me parlait. Et là donc vous revenez de votre voyage, vous avez trouvé un nom, Blomkål, ouais. Et vous partez donc au salon Maison et Objets. Ben on part sur la 2e édition parce qu'on avait fait la première en Mum Dad Enemy. Putain mais c'est quoi cette merde? Comment on va faire? Est-ce qu'ils vont nous reconnaître les premiers gens et tout le travail qu'on a mis en place, comment on va faire? Et en fait tu te réinventes et tu vois que ça roule tout seul. Oui, donc finalement, pas de problème, ça se fait naturellement. D'un truc où c'était une montagne, de se dire on va perdre tout l'usufruit des 3 années de travail, en fait, pas du tout. Ça a été, je pense qu'on a réussi à bien gérer la transition. Après, on n'a pas changé toute la charte graphique pour garder une identité, mais voilà. Et à cette époque-là, donc, quand tu fais pour la 2e fois le salon Maison et Objets, vous êtes toujours en centre-ville d'Angoulême avec à la fois une boutique et à la fois un atelier à 2 endroits différents. Ouais. Et on continue à voyager à Bâle parce que le voyage, c'est un peu ce qui... Ça fait partie de ta vie. Ça fait partie de ma vie. Je trouve que c'est ultra important. Ça t'éveille, ça... Dans les moments de doute, ça te permet de te conforter, de te dire ok, ouais, il y a ça, mais il y a ça, et puis on peut faire ça et aller plus loin professionnellement. Je sais pas, ça m'épanouit. T'as toujours voyagé ou c'est venu sur le tard? J'ai toujours voyagé depuis que je suis petite, en fait. J'ai vécu dans beaucoup de
pays différents et je pense que j'ai aussi une ADN par rapport à ça, par rapport à mon père certainement qui m'a un peu trimballé avec lui comme un baluchon. J'adorais partir en sac à dos à l'époque. Et alors, rappelle-nous un petit peu, parce que t'avais vécu, je crois, c'est à La Réunion, c'est ça? Non. Non. Ah, Faux. Faux. Mince. C'était où, rappelle-moi? Moi, je suis née à Tahiti. D'accord. Voilà, mais je suis partie très jeune, donc les souvenirs ne sont plus que des photos. Voilà, j'espère y retourner un jour. Et après, j'ai vécu beaucoup en Afrique, au Sénégal. Voilà. Et après, plutôt en France, Carcassonne, Aix-en-Provence. Enfin, voilà. Donc, je suis un peu itinérante. Ouais, donc finalement, t'as toujours crapahuté. Toujours. Un peu, on peut dire, et t'as gardé cette habitude-là, quoi. Ouais, j'aime ça. J'aime découvrir le monde. Je me dis que la vie est trop courte pour rester chez soi. Faut qu'on découvre ce qu'il y a ailleurs. Et donc là, hop, recrapahutage, on part faire un petit voyage, et nouvelle idée qui vient. Nouvelle idée. On était peut-être Copenhague, Barcelone. Enfin, dans tous ces pays, en fait, t'as des genres d'endroits, des tiers-lieux où ils regroupent plein de choses. Tu peux manger, tu peux acheter des fleurs, tu peux faire plein de choses. Et en fait, moi, ça m'anime. En fait, je me dis, waouh, comme je suis bonne vivante, ma mère avait un restaurant, j'adore la restauration. Waouh, putain. Et en fait, on découvre ce lieu où on va déménager parce qu'on voulait accroître et tout mettre ensemble. Et là, on se dit, mais ce lieu, il est top, mais il faut un lieu de vie. Du coup, on lance en plus un restaurant, qui est pas notre métier de base. Mais comme j'ai une fibre et que j'ai fait de la restauration avec ma mère et que ma mère avait un restaurant, du coup on se met à... On est un peu mégalo, on y va trop vite et on fait plein de trucs. D'accord, et à l'époque, je me souviens, il y a un article qu'on a trouvé qui vous nomme un petit peu le petit Ikea charentais. C'était un peu ça l'idée, on avait à la fois un atelier, à la fois d'une vente de meubles, enfin une boutique, et à la fois un restaurant finalement. Ouais. Ça, c'était la concrétisation de notre projet. Du coup, on arrive à Bloemcal, on crée ce tiers-lieu, j'ai envie de dire. Donc, on fait le restaurant, la boutique de déco et l'atelier au même endroit. Et le petit Ikea, effectivement, au début, parce que on avait une martingale qui était de se dire « Ok, nous, on veut faire du meuble made in France. » On revendiquait le made in France, mais à des prix raisonnables. Bon. C'est peut-être un peu fourvoyé. Voilà. Ça marche pas tout le temps comme ça. Donc, après, a suivi tout un tas d'événements quand on est arrivé dans ce lieu. Eh ben, on va y venir un petit peu justement. Donc, je vais revenir un peu sur ton mantra impossible n'est pas possible. Et je pense qu'il a une résonance encore plus forte aujourd'hui, puisque toi et ton mari, vous avez quand même traversé une période assez difficile récemment, puisque l'entreprise a été placée en redressement judiciaire en 2019. Ouais. C'est ça. Et c'est ce qui fait que ton parcours est aussi inspirant parce que finalement aujourd'hui vous êtes en train de passer la tempête, on peut dire d'une certaine manière. On la passe, on la sort et on en sort avec énormément de, j'ai envie de dire, d'apprentissage en accéléré parce qu'un redressement c'est costaud. Hein. Bon, je veux dire que ça te fait une formation accélérée de dingue. Justement, je te propose, on revient 5 ans en arrière. Quand t'entends redressement judiciaire, ça résonne comment pour toi? En fait, qui fait peur. Du coup, la croissance est tellement forte, exponentielle dans notre boîte, qu'on est un peu en mode start-up. Et du coup, ça se soutient économiquement. Sauf que nous, on a lancé avec notre argent. Là, on a eu un investissement quand on est arrivé là-bas. Mais cet investissement était tellement pas assez gros par rapport à nos ambitions et notre façon effrénée de monter les étapes. On aurait peut-être dû aussi se dire, on doit aller step by step et c'est pas dans notre caractère en même temps. Et c'est ce qui fait qu'on en est là aujourd'hui, je pense. Au départ, c'est nous qui avons pris la décision de nous mettre en redressement. On n'a pas été mis en redressement. Donc c'est une décision que vous prenez. C'est une décision qu'on prend. C'est pas subi. C'est vous qui dites, ok, là, on va se mettre en redressement. Peut-être tardivement, difficilement, parce que forcément, c'est pas simple pour l'ego. Hein. Tu montes des choses, t'es là, t'as l'impression que t'es le king, mais en fait, la croissance, t'as pas d'école pour apprendre ça. Le management, d'un coup, tu te retrouves à gérer tout un tas de choses, et donc du coup, t'as pas forcément cette vision de te dire, ok, ça va trop vite, on va se casser la gueule. T'es tellement à fond dans ton truc que tu dis, c'est bon, ça va le faire. Parce qu'en fait, chef d'entreprise, tous les jours, t'affrontes quelque chose. Qu'est-ce qui fait un peu que tu tiens? Parce que je pense que quand on vit quelque chose comme ça, on a peut-être envie un peu à un moment de baisser les bras, d'abandonner, de se dire je vais pas y arriver, quoi. C'est tout le temps, t'as des hauts, t'as des bas. Et aujourd'hui, ce qui nous a fait tenir,
Bon, enfin, déjà, je reviens sur ta première question, c'est que je parle trop. Vas-y. Mais Rappelle-nous donc les difficultés que vous vivez à ce moment-là. bah là, c'est compliqué. Pas de trésorerie, comment on va faire pour payer à la fin du mois les salaires, comment ci, comment là. Mais en même temps, putain, il y a du travail. Il y avait toujours du travail, il y a toujours plus de travail. Du coup, on a plus de travail, on n'arrive pas à répondre. On veut répondre à tout parce qu'on veut dire non à rien. Mais en même temps, on n'a plus de trésorerie. Enfin, on n'a pas suffisamment de trésorerie d'avance, si tu veux. Enfin, voilà. On a un problème on n'a jamais eu de matelas de trésorerie. Donc avant de constituer une trésorerie dans une boîte, c'est ultra complexe. Et donc, du coup, on continue. Puis à un moment donné, on rencontre... parce qu'il faut aussi être bien entouré, et on n'avait pas les bons comptables, et on n'avait pas les bonnes personnes autour de nous. Et là, on rencontre un comptable qui nous est conseillé par des amis. Et là, exceptionnel, le mec. Il prend les trucs, les bilans, nanana, il nous écoute pendant 2-3 minutes. Et là, il nous fait, les gars, moi je crois en vous. Par contre, les gars, on va faire un truc, on se met en redressement, on assainit, on refait step by step, et après on y va à fond. Donc c'est une décision, mais c'est une décision qui vous est conseillée finalement. C'est-à-dire que vous avez rencontré quelqu'un qui vous explique qu'à ce moment-là, face aux difficultés que vous êtes en train de vivre, la meilleure solution, c'est une décision de justice et de se mettre en redressement. Ouais. Et moi, j'emploie souvent le terme, la décision, elle est pas simple à avaler, mais en même temps, si tu rapportes ça au quotidien dans la vie, bah, quand t'es malade, tu prends des antibiotiques. Ok ? Bah là, c'est pareil. Ta boîte, elle a subi des choses. Alors, ça peut être des problèmes liés à toi, ton management, ce qui est clair. Et je dis pas qu'on a aucun tort. Au contraire, on y est pour beaucoup. Ça peut être des problèmes de croissance. Ça peut être tout un tas de choses. Et l'équation, en fait, bah, elle fait qu'aujourd'hui, la boîte, finalement, elle était malade. Et bah, comme toi, quand t'es malade, bah, à un moment donné, il faut que tu te mettes sous antibiotiques. Bah, en fait, le redressement, c'est un peu l'antibiotique, tu vois. Et quand on vit quelque chose comme ça, justement quand on est malade, on a souvent besoin de nos proches autour de nous. T'en parles un peu autour de toi, comment les gens le vivent autour de toi? Alors, nous, on est du genre à rien cacher. Donc, il y a une grande page dans l'article Charente Libre, en première page. On a assumé nos erreurs, nos choix de décision, aujourd'hui stratégique sur le fait de se mettre en redressement. On a toujours été transparent là-dessus. Je pense qu'avec Romain, on est tellement soudés tous les deux qu'on n'a pas besoin autour d'avoir plus d'appui que ça. Tu vois ? Et c'est peut-être ce qui fait aussi la force et qu'on en est là aujourd'hui. Parce que j'étais pas toute seule, il était pas tout seul, on était deux dans le bateau. Et en fait, quand il y en avait un qui était dans le down, l'autre était tout le temps en haut. Bon, la plupart du temps, c'est Romain qui est en haut et moi dans le down, hein, je vous le dis, mais bon, on est le yin et le yang. Mais du coup, non, on n'en parle pas beaucoup. Voilà, on dit à nos amis, voilà, c'est la merde, on a été trop vite, voilà, on sait pas, on apprend sur le terrain. On a fait des choix, du coup, aujourd'hui, on les assume. Ça va être compliqué, on va vivre la tempête. Juste, si on a vraiment besoin qu'on se retrouve à la rue, on espère que vous serez là. Maintenant, aujourd'hui, on vit notre vie, quoi. On trace, on y va. Et on se bat. En gros. D'accord. Et est-ce qu'à ce moment-là, tu le vis comme un échec, toi ? Alors moi non, et en plus j'ai pas trop le temps de m'en rendre compte parce qu'en fait je suis dans cette tempête là et je suis enceinte jusqu'au cou et je bosse comme une tarée et j'ai le deuxième qui est en train d'arriver et que... Donc pas le temps d'y penser en fait. Pas trop le temps de me dire putain c'est la merde comment... Enfin si bien sûr sur le moment je me suis dit attends il y a le deuxième gosse qui arrive, ça se trouve on est à la rue, on n'a plus de baraque, on n'a plus rien, on va tout perdre, mais bah du coup encore plus tu te bats quoi, tu te dis mais il est hors de question. Alors, je propose qu'on revienne un petit peu sur le mécanisme parce que quand on dit on se place en redressement judiciaire, tout le monde sait pas forcément comment ça se passe. De mémoire, il me semble qu'au départ, donc il y a ce qu'on appelle une période d'observation. Ouais. Ça dure combien de temps, ça à peu près ? Généralement, c'est 12 mois. Enfin, en fait, t'as un step. Au bout des 6 mois, on fait un point. Si les 6 premiers mois, on a un indicateur plutôt positif, ça pousse aux 12 mois. Et aux 12 mois, normalement, tu fais une sortie. C'est rare que tu restes plus de 12 mois en observation. D'accord. Si tu peux nous dire ce que c'est une sortie, c'est pendant la période d'observation, qu'est-ce qui se passe en fait concrètement ? Bah pendant la période d'observation, si tu veux, toutes tes dettes sont gelées. Donc t'as plus sur les dettes de prêt. Donc t'as plus un prêt qui passe. Donc déjà ça te donne de l'oxygène. Et tout ce que tu devais antérieurement à la date du jugement du redressement est gelé. C'est-à-dire que si tu devais 50 000 € à tes fournisseurs, c'est gelé sur l'année. Ces gens-là n'auront pas ces sous et voilà. Et donc pendant ces 6 mois, toi, ton objectif, c'est vu qu'ils t'ont laissé de l'air, ils ont gelé les dettes passées et ils gèlent les prêts. Donc au final, t'as tes salaires à payer, ton URSSAF, ça c'est obligatoire. Tu peux pas passer à travers.
mais les 6 mois là, tu dois faire un maximum d'économies. Épurer tout ce que tu peux. Bon, ça passe par un licenciement économique, faut pas se leurrer. Au passage, on a perdu quand même, on était 25, on est redescendu à 12 personnes. Donc, autant te dire que ça a été le plus difficile. Moi, c'est ce que j'allais te demander. Quelles sont les épreuves que tu as ressenties à ce moment-là ? Ah, le licenciement économique, c'est horrible. Horrible parce qu'en fait, toi, tu crois en ta boîte, tu crois à ton truc, t'es persuadé que ça va le faire et là, tu te rends compte que tu laisses des gens sur le passage, quoi. Et des gens qui croyaient en toi et qui avaient donné de l'investissement. Et malheureusement, le licenciement économique, tu gères pas comme tu veux. Il y en a qui t'en ont voulu peut-être ? Je pense qu'il y en a qui m'en ont voulu et qui m'en veulent encore et qui ne me parlent plus et qui, quand ils me croisent, changent de trottoir. Et ça fait mal, mais malheureusement... T'avais pas vraiment le choix. J'avais pas le choix et c'est la vie d'un chef d'entreprise. Il faut se blinder contre ça. Et ça, aujourd'hui, je suis quelqu'un d'assez... je pense que je suis quelqu'un... les sentiments m'envahissent vite. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup et qui partage beaucoup avec mon staff. Et du coup, ça a été dur pour moi, très dur. J'ai pleuré et le fait que je sois pas compris en face, ça m'a fait de la peine, mais en même temps, je comprends leur position, tu vois. Et justement, les salariés qui ont été conservés dans l'entreprise, comment tu arrives à les dynamiser ? Parce que tu dis que durant cette période, quand même, faut mettre un coup de collier un petit peu. Ah là, j'ai eu une super équipe. Déjà, ça a fait un peu le tri naturellement. Aujourd'hui, Bloomcal, on est un peu en mode, on n'est pas en PME classique. Donc, les gens qui sont là, ils sont fédérés comme si c'était leur boîte et c'est une philosophie de boîte en fait. Donc, soit t'adhères, soit t'adhères pas. Si t'adhères pas, généralement, c'est pour ça qu'au début, on a eu beaucoup de turnover. Les gens, ils restaient 2, 3, 4 mois, ça le faisait pas. Aujourd'hui, le socle que j'ai, les plus anciens, ils ont 7 ans, ça y est, enfin, ça fait 10 ans, nous. Mais les plus anciens ont 7 ans et ils sont là, ils sont ultra investis. Après, j'ai un management avec beaucoup de transparence, ce qui est des fois pas forcément le mieux. On en parlait tout à l'heure, ce que tu disais, il y a du bon et du mauvais dans le fait de tout dire. Oui, il y a du bon et du mauvais. Mais encore une fois, on sait pas ce qui est le mieux. Et du coup, on essaye. Et des fois, on rebrousse chemin, on se dit merde, je suis peut-être allée trop loin dans la transparence, peut-être qu'il faut que je les préserve. Tu vois, il y a des choses à mettre en place et je pense qu'on apprend... Donc là, finalement, ce que tu nous dis, c'est que au travers de cette période un peu d'observation, là où il faut se retrousser les manches, tu fais un licenciement économique, donc il y a des gens qui s'en vont, et ceux qui restent, tu leur dis clairement... Et les gens qui s'en vont, tu choisis pas. Donc c'est pas forcément ceux que tu as envie qu'ils partent aussi. Donc ça, c'est un moment où tu dis putain, parce qu'il y en a, finalement, tu les aurais gardés. Il y en a, j'aurais eu envie de les garder, mais t'as pas le choix en fait. T'as des barèmes avec déjà les plus jeunes arrivés dans la boîte, c'est eux qui partent en premier. Ceux qui n'ont pas d'enfants, c'est eux qui partent. Donc même si le mec il avait 7 ans de boîte et qu'il avait pas de gaz, fallait qu'il parte. Ouais, donc finalement tu peux même pas vraiment choisir qui part. Tu peux pas choisir. Tu subis un peu ça à ce moment-là. Et c'est du coup à expliquer, c'est pas facile. Bon, donc du coup passe tout ça. Ceux qui restent. Mais par contre dès le départ on leur dit voilà, ça va être dur, ça va être la merde, on va en chier. C'est soit vous êtes à fond, on y va, on se bat ensemble. Et de toute façon aujourd'hui, si on en est là, c'est aussi grâce à vous. Enfin, pas dans le redressement, mais je veux dire. Dans le fait de s'en sortir. Dans le fait de s'en sortir, ce qui constitue notre boîte aujourd'hui, comme je leur dis, c'est pas moi aujourd'hui, c'est nous. Chaque élément est important chez nous parce que, comme je leur dis souvent, on chie pas le pognon. J'arrête pas de leur dire. Moi, à la fin du mois, le pognon, je le chie pas. Donc les gars, si toi, t'as pas fait ton taf, à la fin, moi, j'ai pas l'argent pour payer les gens. Donc c'est une équipe en fait. Et donc on a toujours eu aussi cette façon de travailler un peu familiale dans la boîte. Et je pense que c'est ce qui les fédère. Et donc là, à ce moment-là, donc on est toujours dans la période d'observation, tu arrives à rassurer un peu tes collaborateurs et tes collaboratrices pour retrousser les manches, y aller. Par contre, tu l'as dit tout à l'heure, en même temps, c'est passé aussi dans la presse locale. Donc tout le monde sait que vous êtes en redressement. Comment on rassure les fournisseurs, les clients ? Parce qu'à ce moment-là, il y a quand même tout ça aussi qui rentre en ligne de compte. Là tu subis un peu en fait, parce que on te dit non, tu vas voir, mettre en redressement c'est ultra facile et puis ça t'ouvre des vannes et puis c'est génial. Non, c'est pas génial en fait, c'est grave, lourd, tu subis énormément de choses. Tu subis, oui, du coup t'es plus assurable par tes fournisseurs donc tu payes tout au cul du camion, sauf qu'en fait t'as quand même pas de trésorerie les gars, mais il faut que je paye tout en avance. Donc du coup ça te demande d'être ultra drastique avec tes clients, avoir des acomptes pour pouvoir payer la matière première. Enfin, tu vois, il y a tout un tas de choses qui se met en place que tu connais pas. Donc tes fournisseurs, ils te font confiance, mais à moitié. Après, tu vas... En fait, le principe, c'est discuter. C'est ultra important de discuter. Quand tu dis discuter, c'est avec les clients, c'est avec les fournisseurs. Les clients, ne pas cacher la vérité. Mettre carte sur table, leur dire ok, c'est la merde, on a fait des mauvaises décisions,
on est monté trop vite, on était jeunes, on était fougueux, ok, on en est là, on a pris une décision pour honorer nos paiements aussi envers vous, c'est un peu la discussion qu'on a eue. On aurait pu aussi vous dire, mais what the fuck, on s'est planté, liquidation, bouge ma cash, et on recommence une autre boîte plus tard, rien à branler. Non, tu vois, on avait quand même une éthique où on leur a expliqué, nous, on vous a mis aussi dans la merde, l'idée c'est aussi d'aller assumer nos erreurs, on se bat pour vous, pour nous, mais faites-nous confiance, sinon on n'y arrivera pas. Ouais, parce que tu le dis quand même, il y en a qui, sans avoir les mêmes valeurs que vous, peut-être auraient pu utiliser des solutions un petit peu avantageuses à votre échelle pour finalement s'en sortir, ne pas payer les fournisseurs et voilà. Et on n'en parlait plus. Il y en a qui font ça un petit peu des fois. Ah mais tu peux te dire à un moment donné, mais c'est bon, on liquide tout. Bon, après il y a aussi que t'es quand même quotient personnel quand t'as une boîte de certains montants. Donc tu peux pas non plus tout plaquer du jour au lendemain. Et donc là, vous êtes en période d'observation, vous retroussez les manches, vous discutez donc avec les fournisseurs, vous rassurez les clients. T'enlèves tout ce qui est superflu dans la boîte. Et là, finalement... on a le machin, le truc, contrat, tu dégages, ça tu dégages, ça tu dégages, ça tu dégages. Et donc là, t'as plus rien, t'es à poil en fait. Combien de temps ça a duré la période d'observation, Loana ? Donc on a passé les 6 premiers mois qui ont été validés, mais ils te laissent quand même 12 mois, sauf que en fait, plus de 12 mois parce qu'il y a eu le Covid. Merci le Covid. Ah oui, en plus à ce moment-là, c'est vrai. On est en 2020. Et la crue chez nous, parce que nous c'est inondable, donc on allait embaucher en canoë quand même. Donc tu vois, on a tout eu. Et donc du coup, on avait les feux verts pour sortir et tout, sauf que Covid, il se passe plus rien, tout le monde est en restriction chez eux, donc pas d'audience, rien, pas de sortie quoi. Donc au lieu de 12 mois, on a passé 6 mois de plus, tu vois. Donc on s'est presque retrouvé à 20 mois, 24 mois d'observation. Comment tu t'en sors à ce moment-là ? Parce que pendant le Covid, parce que le restaurant est fermé, du coup, donc pas de clients non plus qui viennent sur place pour peut-être acheter des produits et faire des projets. Ouais. Comment ça se passe un petit peu à ce moment-là ? Après, nous, le gros de notre activité, elle se passe sur les réseaux sociaux et à l'extérieur. Donc si tu veux, aujourd'hui, la plupart des dossiers qu'on signe, c'est des clients qu'on n'a jamais rencontrés. Tout se passe par mail, téléphone. Donc en soi, ça impacte pas trop la production. Bon, le restaurant, bien sûr, chiffre zéro, j'ai envie de te dire. Du coup, qu'est-ce qu'on met en place ? On se dit, ok, les gars, au restaurant, soit vous restez chez vous et là, c'est chômage, donc 80% seulement de maintien de salaire. Nous, on avait demandé des aides par rapport à la partie restauration qu'on a eue. Nous, on a gavé de taf de l'autre côté. On est sous l'eau. On manque de bras. À l'époque, personne voulait bosser. On ne trouvait pas de recrutement non plus parce qu'on cherchait des menuisiers. Et donc, les 3 du restaurant, on leur a proposé d'intégrer l'équipe menuiserie pendant 8 mois. Et ça s'est bien passé ? Ça s'est super bien passé. Ça a été génial. Ça a été une super expérience. Ils en étaient contents à ce moment-là parce qu'ils font finalement pas ce pourquoi ils sont là. Au début. Ils font pas ce pourquoi ils sont là, mais en même temps, ils se disent attends, ils savent pas faire, ils ont aucune expérience, mais ils se disent attends, on va rester 8 mois chez nous, ils étaient en dépression. Moi, ce sont des gens qui ont envie de travailler, ils ne voulaient pas rester à la maison. Et il y avait quand même le côté financier, bien entendu. Ils ont des enfants, des familles à nourrir, et voilà, il y avait une perte financière pour eux, mais ils avaient surtout pas envie de rester chez eux à ressasser et à déprimer. Pour eux, c'était hors de question. Donc, ça a été une opportunité. Après, on s'est pas menti. Moi, j'aurais dit, je vous propose ça. Nous, on est sous l'eau, on a besoin de bras, on a besoin de main d'œuvre. Oui, mais on sait pas faire. Ok, mais on va s'adapter. Et je dis, au pire, on se teste sur 1 mois et demi, et on se dit les choses d'un côté comme de l'autre. Moi, ça me va pas du tout. C'est pas rentable. On arrête. Ou moi, le métier, je peux pas. C'est trop complexe pour moi. Enfin, on a été transparent, tu vois. Et donc là, tu passes la période du Covid. Et donc, tu sors de cette phase d'observation et tu rentres dans une nouvelle phase, si je me trompe pas. Eh bien, après, tu rentres réellement en plan. T'as le redressement, t'as l'observation, et après, en fait, tu switches. Et donc là, on te propose un étalement des dettes sur au minimum 10 ans jusqu'à 12 ans. Bon, au départ, on part sur 10 parce que l'administrateur te conseille de partir sur 10 parce que si tu as 1 ou 2 remboursements annuels qui se passent pas bien, ça te permet de pouvoir augmenter ta latence et de revoir ton plan. Donc on part sur 10 et donc tous les mois de septembre annuels, on a une échéance à donner qui va être progressive. Notre plan, il est négocié, nous, comme ça. Donc les 5 premières années, on est sur des petits montants, et puis plus tu vas avancer dans les années, plus il faudra que tu rembourses plus. Ce qui te permet de recommencer à constituer une trésorerie, te mettre en place pour pouvoir avoir les fonds nécessaires sur les années futures.
Donc on part sur notre plan, on signe notre plan, deuxième Covid, bam, donc arrêt d'activité. Enfin bon. Et est-ce que là, l'administration prend en considération ça par rapport aux relations judiciaires? Est-ce que l'administration se dit ok, comme il y a le Covid, ça va, on allonge la durée peut-être? Bah du coup ça a été l'action. Du coup, c'est surtout qu'en fait, ils ont même, suite au Covid, mis des mesures en place. Je crois qu'ils faisaient 1 ou 2 années de plus, je sais plus exactement. Mais du coup, ça nous permet là d'aller chercher les 12 ans et de refaire un étalement de plan plus long, avec des mensualités plus petites et des reports, quoi. Alors, évidemment, on va parler donc de la suite. On va parler des projets, des ambitions que vous aviez. Mais avant, j'ai préparé un petit exercice que tu vas adorer, j'en suis sûr. T'es prête? Vas-y. J'imagine que tu connais le principe du portrait chinois. Vas-y. C'est vrai? Tu connais pas? J'ai entendu, mais vas-y, je suis... Ok, c'est très simple. C'est très simple. Je commence une phrase et tu la finis du tac au tac. Ah ok. Ok? Allez, c'est parti. Si tu étais un objet, tu serais... Bravo. Tac au tac, ça marche pas. Un objet? Un objet, tu serais quoi? Un joli fauteuil, parce que j'adore les fauteuils. J'ai lu dans une interview précédente que tu rêvais d'avoir une lampe et je crois que c'est réussi. Ouais, ça y est. C'est pour ça que tu pensais que j'allais répondre la lampe? Ouais. J'ai hésité entre lampe, mais je me suis dit que ça faisait trop potiche. Mais bon, le fauteuil, c'est pas mieux, mais bon. La lampe, j'ai une lampe, la Pipistrello. Ouais, que tu rêvais d'avoir et finalement c'est réussi. Ouais, c'est réussi. J'avais basé sur mes 40 ans, tu vois, j'ai eu avant. Si tu étais une saison, ce serait? Le printemps. Le printemps. Ouais. Si tu étais une musique? Non, je suis nulle. J'adore la musique, mais alors je ne connais pas les auteurs, les interprètes et les titres, en fait. Ah oui, donc ça se trouve, il y en a une, mais tu n'es pas capable de la lire. Non, mais après, tu vois, en ce moment, j'aime beaucoup écouter les musiques des époques de nos parents, en fait. J'adore Gainsbourg, par exemple. Ah ouais? Pourquoi? Ça serait pas mal. Ce qui est dit, le côté nostalgique. Tout. Ce qu'il incarnait, il était très moche, hein. Mais je sais pas, j'aime bien les personnages, j'aime bien ce qu'il faisait, j'aime bien la musique en fait qu'il faisait. Ce que ça dégage quand t'écoutes ces musiques-là, tu vois. D'accord. Si t'avais une seule qualité, ce serait? La franchise, qui est parfois un défaut d'ailleurs. Ouais, un gros défaut chez moi. Venir, tu vois. Et si t'avais un seul défaut, ce serait quoi? Non, alors on va dire que le défaut, ça serait la franchise. Je suis peut-être un peu trop franche. Et en qualité alors? Si le défaut c'est la franchise? En qualité, je pense que je peux être généreuse. Généreuse. Allez, on termine. Si tu étais une personnalité, tu serais qui? Public, bien sûr. Brigitte Bardot, à ses belles époques. Pourquoi? J'adore. T'as vu ce qu'elle incarne? Ah, c'est marrant ça. Le sex symbole féminin, j'aime bien. L'époque qu'elle a vécue, tout, je sais pas. Le côté star? Non. Je sais pas si c'est le côté star, je sais pas, je trouve que c'est une femme. La féminité qu'elle dégage? Ouais, la féminité qu'elle dégageait, j'adore. D'accord. Merci Loana. De rien. Allez, je te propose qu'on reprenne. C'est le genre de truc où je suis très nulle comme exercice. Mais tu vois, tu s'en es très bien sorti. Ouais, mais tu vois, j'ai répondu des trucs, après je me dis pourquoi tu as dit ça, en fait, t'aurais peut-être mieux fait de choisir elle, ouais, je sais pas. On reprend. Donc on disait Blumcall va mieux, enfin en tout cas vous êtes en plan de redressement et petit à petit vous commencez à aller mieux, l'entreprise reprend des couleurs. Tu peux nous dire où on en est aujourd'hui justement? Bah aujourd'hui on est pas mal. Eh bien donc le plan de redressement est sur 12 ans et là on attaque notre 4e échéance. Donc on a passé 4 échéances donc c'est bien, sachant que tu vois il y a que 10% de personnes qui tombent en redressement qui s'en sortent, qui arrivent à passer le level de l'observation. Donc déjà on a passé ce premier level qui était une belle étape parce que bah en fait ta période d'observation c'est genre un sprint. Et les 12 années derrière, c'est de l'endurance, c'est le marathon, tu vois. Donc au final, au départ, tu dis oh ça va, tu sais plus en fait. Tu dis putain le sprint il va être chaud et le marathon ça va être easy. En fait, je pense que peut-être que la durée c'est beaucoup plus complexe. Et au bout de la 4e année, donc on a l'opportunité de sortir en plan, donc on sort de plan. Et donc ça c'est génial. Ça veut dire quoi on sort de plan? Bah on sort de plan, du coup on n'a plus de dette, on passe à autre chose. Donc là ça y est, Blumcall on peut dire que c'est sauvé. Ouais, ça sort de plan. Bravo. 4 années. Je sais pas si c'est souvent vu, je sais pas, en tout cas je me dis qu'on est chanceux quoi. Comment tu te sens avec ce que tu viens de réaliser?
enfin, c'est comme tu l'as dit, il y a que 10% d'entreprises qui arrivent déjà à passer la période d'observation. Ouais. Aujourd'hui, tu fais partie des entreprises qui sortent de plans de redressement. C'est quand même quelque chose d'exceptionnel. Alors, si je me mets dans le mode waouh, ultra positif, ce que je ne suis absolument pas. Waouh, c'est génial, je suis une warrior, je suis une super Wonder Woman, avec mon mec, on est les plus forts, on est les plus beaux. Non, allez les gars, arrêtez, c'est pas ma façon de voir les choses. Moi, je suis plutôt le verre à moitié vide, et puis ça va jamais, et je suis jamais contente de ce que j'ai. Donc, ouais, ok, c'est génial. Bon, bah, ok, je l'ai fait, quoi. Mais tu vois, je suis déjà en train de me dire, ok, c'est quoi la suite, et on s'en fout, et je suis déjà passée à autre chose, en fait. Et ben, on y vient, on est en Alors 2025. que je devrais déjà me dire, waouh, mais tu te rends pas compte ce que vous avez fait, quoi. Mais en fait, je crois que je m'en rends pas trop compte, tu vois. C'est naturel pour moi, c'est fait, c'est bon, c'est acquis, on passe à autre chose, quoi. Tu dis que tu t'en rends pas trop compte. Après, est-ce que c'est parce que c'est récent ? Vous êtes sorti du plan quand, là, exactement ? Ah non, mais moi je suis un peu, tu vois, genre, c'est comme les enfants, tu vois. Ils te bassinent pendant 6 mois. Je veux ça, je veux ça, je veux ça, je veux ça, le Père Noël, le Père Noël, le Père Noël. C'est au pied du sapin, finalement, ils jouent une fois avec et puis ils passent à autre chose. Bah, moi je suis un peu pareil dans la vie du quotidien, en fait. Je veux cette belle maison, je veux ci, je veux ça, je veux ce truc, je veux ce truc, je veux sortir du plan. Ok, c'est bon, je suis partie du plan. C'est bon, hop, basta, je passe à autre chose, je suis Une déjà fois que t'as déballé le cadeau, tu passes au suivant. Ouais. C'est horrible d'être comme ça. Je me fatigue à moi-même, hein, je te le jure. Tu dirais que c'est quoi alors aujourd'hui l'esprit Blumcall ? Parle-nous un peu de la suite alors. C'est quoi le cadeau d'après ? Il y en a plein des cadeaux. J'en veux plein. Et comme on fait plein de choses à la fois, j'ai plein de cadeaux. Mais tu vois, je pense qu'avec l'âge, je suis un peu plus dans la sagesse. Tu vois, c'est comme le vin. Avec l'âge, on se bonifie. Je me calme un peu et on se calme. Et je pense que ça nous a beaucoup appris. Et du coup, aujourd'hui, ce que je veux, c'est avoir une vraie vision de pilotage de la boîte et de la tranquillité, de la sérénité. Donc, j'ai plus envie d'aller trop haut, step by step. Là, j'ai envie de prendre le temps. Justement, tu dis que cette période t'a beaucoup appris. Qu'est-ce que tu as pu identifier que tu aurais mal fait et si tu pouvais parler au toi de 2019, à cette époque-là justement où tu te retrouves en difficulté, qu'est-ce que tu lui dirais ? Qu'est-ce que tu aurais aimé qu'elle évite pour peut-être éviter justement cette situation ? Qu'est-ce que tu en retiens de tout ça ? Bah beaucoup. Enfin, il y a eu énormément d'erreurs de notre part. De prendre le temps en fait. Et je pense qu'on a voulu aller trop vite. Et ça, c'est un gros défaut. Mais en même temps, c'est ce qui fait la force d'un chef d'entreprise. Je sais pas, en fait. Je suis partagée, tu vois. Et si c'était à refaire, je pense que je referais rien de différent. Tu referais la même chose ? Ouais, tu vois. Et je pense que quand t'es sorti de ça, aujourd'hui, il peut tout arriver. En fait, t'es un peu invincible. On emploie beaucoup le terme résilience quand on parle de ça, justement. Qu'est-ce que ça évoque pour toi ? Je pense que c'est la base, effectivement. Puis, alors... s'acharner, enfin ne jamais baisser les bras en fait. Tu peux avoir des moments où t'es complètement au fond du trou et t'as envie juste de prendre une corde et de passer à autre chose, mais en fait c'est pas la solution. Ne jamais fuir, tu vois. Il faut affronter et du coup résilience quoi. Forcément. Enfin. Si j'avais baissé les bras aujourd'hui, je serais endettée, je serais certainement peut-être divorcée parce que forcément, je pense que dans notre couple, ça aurait été compliqué. Les enfants, je sais pas où ils seraient, ça serait compliqué, tu vois, on aurait une vie de merde. Mais aujourd'hui, c'est pas le choix qu'on a fait. Je pense que si tu te bats, t'arrives à tes objectifs. À tous ces gens qui nous écoutent et peut-être à ceux qui peuvent traverser une période un peu comme ça, tu leur dirais ça finalement ? Je leur dirais ça, sauf qu'on dit tout le temps quand on te dit ça, c'est facile, il est pas dans ma situation. Bah ouais, ok, c'est vrai. Et moi je suis la première à dire ça. Je me dis regarde-le, lui, mais n'importe quoi, c'est pas lui qui vit la merde. Mais en même temps, si tu te dis ça, en fait, c'est comme si tu t'écrasais encore plus, tu vois. Et un peu de lueur et dis-toi, ok, au fond de toi, tu sais que c'est la merde, t'en peux plus, mais il faut que tu te battes parce que sinon c'est sûr que t'y arriveras pas. C'est ultra important. Et c'est ce qui fait que ça te sort de la merde. Tu te sors pas de la merde en ayant juste de la chance. Le facteur chance, il existe, mais pas suffisamment pour te sortir d'une merde astronomique comme tu peux l'être. Et ça peut être dans tout un tas de choses dans ta vie. Ouais, t'as eu une séparation, c'était l'homme de ta vie. Oh là là, c'est la merde, je vais plus jamais revivre, j'ai envie de me suicider, nanana. Parce que c'est un peu ça quand t'es jeune, tu vois. Step by step, chaque âge, ton problème. Mais en fait, vois plus loin. On dit toujours que dans l'entrepreneuriat, ce qui est difficile, c'est d'arriver à maintenir une forme d'équilibre. Et parfois, il y en a qui trouvent cet axe dans la spiritualité. Je pense notamment à Steve Jobs, qui était connu pour ça. Génial.
Qu'est-ce que tu fais, toi, par exemple, qui te permet de garder les pieds sur terre? Je voyage. Ah ouais. J'allais te demander si tu faisais du sport, mais je crois que je connais la réponse. Je fais pas par intermittence. Je fais du sport, comment on appelle ça? En contrat d'intérim. Non, c'est vrai que c'est pas bien. Mais il paraît que le sport, c'est un super atout pour les chefs d'entreprise qui ont des pressions constantes et en fait, on vit un stress au quotidien impossible. Moi, j'ai tout le temps le corps en vrac. Hein. Je suis tout le temps chez l'ostéo, d'ailleurs. Non, mais le voyage, en fait, c'est ce que j'ai remarqué depuis 2 ans, c'est vraiment ma soupape. C'est ce qui te permet un peu justement de subir cette pression et de l'accepter. Et de repartir. Donc tu vas en voyage, hop, 2 semaines, et quand tu reviens, quand j'ai les pieds à plat, je sais que maintenant, bah ouais, ok, c'est la merde. Et c'est ce qu'on parlait tout à l'heure, la gestion du temps. Tu vois, souvent quand t'es chef d'entreprise, tu dis il faut que j'y sois à 100% tout le temps. Les premières années, en fait, on y était 24-24, du matin au soir, 5h, 20h. On avait notre enfant qu'on trimballait là-bas, on n'avait pas de vie de famille, en fait. Et au bout d'un moment, t'as tellement la tête dans les œillères qu'en fait t'as même plus la visibilité de voir ce qui est bon pour ta boîte ou plus bon. Et tu vois, on s'est dit à un moment donné, ok, faut qu'on se pose, sous conseil encore de certaines personnes qui nous entouraient. Prenez du temps, arrêtez-vous 24 heures. Même si t'es chez toi sur ton canapé, tu te dis stop, ok, je sors du contexte et j'essaye de réfléchir à autre chose. Comment on va pouvoir réorganiser les choses? Et en fait, tout arrive à ce moment-là. Donc moi, c'est ok, stop, je suis sous pression, c'est la merde. Je sais pas comment sortir de cette merde, je suis dans ma cage d'hamster, je tourne en rond, faut que je trouve la sortie. Bah, ok, vas-y, je pars 2 jours, c'est pas grave, on prend un voyage, on se casse 2 jours. T'as pas besoin d'aller loin, tu vois. Tu peux être dans un chalet, dans un bois à 1 heure. Finalement, c'est le fait de faire une pause, de stopper un peu tout ça, de sortir de la tête du guidon, de prendre un peu de hauteur et de se dire, ok, bon, j'ai ces problèmes-là, mais finalement, si j'arrête un peu d'y penser, bah, peut-être je vais trouver une solution. C'est sans jamais arrêter totalement d'y penser, parce que quand t'es chef d'entreprise, t'arrives jamais à te dire, ok, je vide le cerveau totalement. Mais tu vois, le fait d'être ailleurs, rencontrer d'autres gens, voir d'autres choses, t'ouvrir au monde, en fait, bah, t'as des choses qui arrivent à toi et tu dis, bah oui, c'est évident, mais c'est ça qu'il faut qu'on mette en place. Et c'est vachement intéressant. Donc moi, en fait, on partait jamais en vacances. Et quand il y a eu ce putain de redressement, du coup, on nous a conseillé de déjà changer nos horaires, parce qu'on était trop ouverts, on était trop présents. Et on nous a conseillé de prendre du temps et plus de vacances. Ouais, ok, c'est complètement paradoxal. Tu dis, mais attends, mec, je suis en train de couler ma boîte, mais tu me demandes de partir en vacances et de prendre du temps. Je comprends pas. C'était des conseils de professionnels? Par exemple, l'administrateur, tu vois, il nous avait dit, les gars, peut-être vos horaires, ils vont pas, faut revoir les choses, peut-être que votre investissement, il est trop et que vous, justement, vous avez la tête dans le guidon, il faut prendre du recul sur la situation. Et tu vois, ces trucs-là, au début, tu l'entends pas, tu dis, ils sont complètement fous, en fait. Ils veulent que je me plante. Et puis, à un moment donné, de toute façon, ton corps ne suit plus. Donc, tu mets en application ce qu'on t'a conseillé. Puis tu te rends compte que putain, tu reviens, t'es vachement mieux, t'es dans le game et tout, t'as envie de te battre, t'es trop bien, et puis t'avances. Et t'avances vite. Beaucoup plus vite, t'es beaucoup plus efficient. Donc, du coup, t'y prends goût. Donc après, je m'étais mis une règle, je m'étais dit à chaque vacances scolaires, je prends 1 semaine avec mes enfants et on part ou on part pas, mais on prend du temps, on fait autre chose. Mais justement, tu me parles un peu de tes enfants, enfin, comment tu as réussi à manager, on peut dire un peu, cette vie à la fois de chef d'entreprise, à la fois de femme et à la fois de maman, parce que t'es quand même maman de 2 enfants. Comment ça se gère ça? Parce que tu le dis, on travaillait tout le temps, t'as quand même les enfants déjà à cette époque-là. Ouais, donc, le premier, il a subi un peu le pauvre, tu vois, et j'ai vachement de regrets. Aujourd'hui, il a 13 ans, il passait sa vie à Blumcal, il était tout le temps avec nous, au bureau. Il n'y avait pas trop de place pour le reste. Après, on est quand même ultra communicant avec nos enfants, toujours. Pareil, on en revient au dialogue. On explique pourquoi, comment, qu'est-ce qu'on fait, pourquoi on fait ça, quelles sont les concessions, qu'est-ce qu'ils peuvent avoir derrière. Si on fait moins, ça sera moins de choses aussi. Et finalement, c'est ok sans l'être, parce que à cet âge-là, ils se rendent pas bien compte, finalement, tu vois. Et quand le deuxième arrive, 7 ans après, donc forcément, j'ai plus la même maturité sur le fait d'être maman et la vie de travail, il y a des choses qui se sont passées. Et là, je me dis, waouh, ok, le grand, il a grandi, je l'ai pas vu grandir, et là, stop. Je ferai pas la deuxième erreur et je veux profiter du grand tant qu'il est encore là et que le petit il a un équilibre plus sain. Donc on se met à ne plus travailler le week-end, à avoir du temps pour eux. Enfin, quand je te dis plus travailler, c'est un grand mot, hein. Pas physiquement sur place. Mais... Jules, aujourd'hui, il a 13 ans. Est-ce que tu as déjà eu des retours un peu de lui sur cette période, sur ça, Ouais. Est-ce que lui t'as marqué peut-être, tu dis moi j'ai des regrets, mais est-ce que lui en a montré? Lui, il en montre pas. Non. Tout va bien, tout est ok pour lui, donc voilà. C'est peut-être moi qui me pose trop de questions.
Mais en tout cas, la vie passe trop vite pour passer à côté de ses enfants. Donc oui, l'entreprise. Je pense que Romain, il serait peut-être différent sur ça. C'est un homme aussi, tu vois. Et après, on a su aussi s'organiser, vu qu'on bosse ensemble et finalement, on peut un peu s'organiser comme on veut. Oui, c'est moi qui gère l'intendance, c'est moi qui gère l'école, c'est moi qui gère les sacs, c'est moi qui gère les activités sportives, c'est moi qui gère les vêtements, c'est moi qui gère tout, le quotidien. Mais Romain, il est ultra présent, tu vois. Le matin, il est là, c'est lui qui fait les petits déj pendant que j'ai le temps de me préparer. On a su s'accorder des temps et j'ai la chance d'avoir un mari qui est quand même ultra présent quand même sur l'éducation des enfants. Finalement, si Romain écoute ce podcast, il se dira génial. C'est l'homme parfait. Mais il est marié, les filles. J'aimerais quand même répondre à une question que je pense tout le monde se pose depuis le début. Et je pense que tu la connais, cette question. Honnêtement, Romain, Jules, César. Ah ouais. Eh ben dis-toi que c'est même pas fait exprès. C'est vrai ? Ouais. Tu nous racontes un peu ? Parce qu'à un moment, vous l'avez quand même vu. Ouais, on l'a vu, mais c'était trop tard. Je sais pas. En fait, du coup, non, mais bon, Jules le premier, Jules Romain, tu vois, on fait pas trop la différence. Bon, on avance dans notre vie, tranquille. Puis le deuxième arrive et il y avait 2 prénoms. Il y avait Côme ou César qui sortait. Ok, bon, moi j'étais plutôt partie sur Côme au départ, et puis Romain ne sait pas le prononcer du tout, parce qu'avec son accent du Gers, il dit comme le chien, comme. Je dis c'est pas comme, c'est Côme. Et comme il n'arrivait pas à le dire, je dis allez, tu m'énerves, je dis tu vas appeler notre fils, tu vas l'appeler n'importe comment, je dis on change de nom, on se met sur César, c'est bon de toute façon. Et puis c'était vraiment le seul prénom qui nous plaisait, tu vois. Bon, là, on se dit quand même, bon, attends, Jules César, quel truc ringard quand même, mais pauvre et tout, ça va être la loose. Ouais, mais en même temps, ça nous plaît, quoi. Puis tu vois, dans notre côté un peu mégalo, ce que représente Jules César, tu vois, finalement, c'est rigolo, après coup, tu vois. Et donc, du coup, on se dit, bon, ok, allez, on l'assume, on le fait. Puis de toute façon, on se dit, bon, au pire, qui c'est qui va le plus en souffrir ? C'est les garçons. Mais les garçons, ils ont 7 ans d'écart, donc ils seront pas à l'école ensemble. Donc en fait, c'est ok, tu vois. Donc on le fait. Puis on le fait, et puis bon, César est là, et puis du coup on en rigole, puis du coup oui, on a Jules César, nous. Mais bon, souvent tu vois, on dit plutôt César et Jules quand on les appelle. Tu vois, on fait pas non plus, on joue pas le jeu. Oui, vous allez pas non plus le marquer lors des conversations, des choses comme ça. Non, parce que c'était pas du tout le truc de base, et maintenant on en rigole, mais... Et je sais pas, au bout de 2 ans que César est là, je fais, mais attends, mais on est complètement timbrés. Je lui dis, tu t'appelles Romain en fait ? Romain, Jules César. Non mais les Romains, Jules César, je dis, les gens ils doivent se dire qu'on est complètement barjots, quoi. Et il me dit, il manquerait plus qu'on ait une fille qu'on l'appelle Cléopâtre, quoi, tu vois. Oui, c'est quelque part, oui, c'est une coïncidence. Du coup, prochain coup, Cléopâtre. Malheureusement, non, je vais vous décevoir. Ce n'est pas un prénom que j'affectionne, mais... Du coup, on poursuit un petit peu parce que donc on a fait Romain, Jules César. On va revenir un peu sur Romain parce que vous avez cette particularité quand même de travailler en couple. Alors sur le papier, ça fait un peu rêver. Quand on y pense, on se dit ah ça doit être génial tout ça. Tu peux nous en parler un petit peu ? C'est comment d'arriver à travailler avec son mari ? Est-ce que vous arrivez à cloisonner vie pro, vie perso ? Est-ce que tout se mélange ? Tu peux nous décrire un petit peu ça ? Alors, moi c'est un truc que j'adore et je pense qu'on s'est bien trouvé là-dessus. Tu vois, il y a des couples ça marche pas du tout, il y a des couples oui, je pense qu'il y a pas beaucoup de couples pour qui ça peut marcher. Nous on a toujours vécu comme ça en fait, hein. L'un sur l'autre, c'est d'ailleurs un peu peut-être ce qui fait la force de notre couple. Après tu vois, depuis 2 ans on a développé d'autres activités. Romain il est moins présent, donc on a commencé à un petit peu se séparer professionnellement et comment tu le vis ? Au début j'ai vachement mal vécu, ça m'a saoulée. Je supportais pas, j'avais plus mon repère, tu vois. Romain, c'est un peu mon repère, c'est mon pilier. Putain, il était plus là, ça me faisait chier. Je me disais, c'est pas possible. Bon, et en fait, très vite, ça a été génial parce que ça m'a laissé de la place, parce que je pense que j'étais la femme de l'ombre, tu vois. Ouais, tu veux dire que c'était finalement Romain qui était peut-être plus en avant et toi qui gérais derrière et dont on n'entendait pas forcément parler finalement. Tout le temps. Donc j'étais la femme de l'ombre. Mais ce qui m'allait bien parce que à la base, je suis plutôt assez timide, tu vois. Et sauvage, donc ça m'allait bien. Puis quand il est parti, il a fallu que je sorte de l'ombre. Oh putain, c'est dur, c'est un exercice qui est pas facile. Donc pour toi, finalement, ça a été une chance un peu que Romain se retire un peu du devant de la scène. Ouais. Pour t'obliger un petit peu à sortir de ta zone de confort, finalement. Ouais. Oui, ça a été une chance ou pas, c'est pas une chance, mais ça a été un travail supplémentaire pour moi à faire et du coup, j'en sors grandi, tu vois, ça m'a fait du bien, ça m'a épanoui aussi. Est-ce que tu donnerais, quel conseil tu pourrais donner à des gens qui écoutent ce podcast et qui se diraient tiens, moi j'ai envie de bosser avec mon mari, est-ce qu'il y a des petits tips qui font que ça marche ?
Je sais pas, on parle pas boulot quand on rentre le soir à la maison. Nous, c'est tout l'inverse. Tu sais, d'ailleurs, le dernier, notre fils, il nous dit tout le temps, ce qui est chiant, c'est que papa et maman, ils parlent tout le temps travail. Et blabla, et blabla. Mais non, on parle tout le temps travail. On rentre le soir, on boit une bouteille de vin, mais on va parler. Et lui, et machin, et le truc, et tu vois la stratégie du machin, nanana. Mais parce qu'en fait, ça fait partie de notre couple et que ça nous anime. Voilà. Donc, si t'es pas pro là-dedans, je pense que effectivement, un couple qui bosse ensemble et où il y en a un qui est un peu moins motivé et qui est moins entrepreneur, c'est compliqué. Je pense qu'il n'y a pas, j'aurais pas de tips, il n'y a pas de clé de réussite là-dessus. Finalement, ça passe ou ça casse. Ça okay. Tu vois, pour moi, je pense. C'est une philosophie de vie, enfin, je sais pas. Non, ok. Donc, et du coup, on s'est bien trouvé pour ça. En tout cas, un binôme qui fonctionne, quoi. Ouais. Est-ce que tu veux nous parler un petit peu de la suite maintenant, Loana ? Parce qu'on a bien compris que tu restais pas en place. Donc c'est quoi un peu les projets qui viennent ? Tu me dis on a plein de projets, voilà, Romain a pris des nouvelles activités, et toi de ton côté, ça va donner quoi ? Moi pour l'instant je vais consolider Bloomcal, voilà. L'idée c'est de la mettre bien en place et qu'elle puisse presque s'auto-gérer, que moi je puisse me dégager du temps. Moi ce qui me plaît le plus c'est de rénover des maisons, ça c'est mon kiff, tu vois, de pas avoir de clients, de rien, de faire ce que j'ai envie. Si j'ai envie de mettre du bleu, je mets du bleu, si j'ai envie de mettre de la pierre, je mets de la pierre, j'ai pas envie d'avoir de contraintes en fait. Aujourd'hui c'est compliqué, on est tous pareils, on veut pas de contraintes, on veut pas les contraintes, mais on veut tout et... Tous la liberté. Ouais, mais du coup c'est pas si simple, donc il en faut forcément. À l'instant T, j'ai pas forcément de projet pour l'avenir, mais tu vois, je colle. Non, j'ai rien. Pour une fois, j'ai rien. Tu vois ? Est-ce que c'est pas plaisant ça, finalement, de se dire, là j'ai pas à penser à demain, non, mon projet, je crois, c'est la sérénité, tu vois, cette fois-ci. Plus me mettre 15 000 trucs. Et en même temps, je te dis ça, et en parallèle, on a encore acheté une autre maison, alors comme on en a encore une, on est en train de voir pour acheter une autre boîte. Donc si, il y a des projets. Mais j'ai aussi envie de sérénité et de stabiliser beaucoup de choses, tu vois, de me mettre en place. D'aller peut-être finalement moins vite, ce que tu nous disais au début, c'est-à-dire au début t'allais très vite, tout fougueux, tout ça, et finalement aujourd'hui peut-être une envie de slow life, d'aller un peu moins vite, de calmer les choses. Un peu, mais là tu vois, du coup je vais plus être dans la même tangente que Romain, donc il faut que je me remotive un peu parce que lui, Romain, il est là et moi je commence à décélérer. Et c'est là où c'est dangereux pour le couple, tu vois. Pourquoi ? Parce que quand t'es pas en phase sur tes ambitions, forcément ça crée un décalage, une distance. Et où toi t'as envie d'aller, par exemple, si l'autre personne elle est pas en phase avec ça, forcément ça complique ton ascension, tu vois. Parce que forcément on a aussi une vie de famille. Aujourd'hui on n'aurait pas d'enfants, ça serait beaucoup plus simple. Et on regrette absolument pas, et au contraire, tu vois, on est heureux d'avoir notre famille et c'est aussi notre équilibre. Si je te demande de fermer les yeux et de les réouvrir, et il s'est écoulé 15 ans, tu te vois comment ? Oh là, j'ai plein de rêves dans 15 ans, tiens, regarde, dans 15 ans, oh là là. Enfin, si on raconte des trucs complètement fous. Non, moi ce que j'aimerais, c'est me dire, j'ai plus besoin de travailler dans 15 ans. C'est le gros rêve. Mais en même temps, je dis ça et en même temps, je tiens pas en place. Et tu sais, en même temps, je suis balance. Donc c'est horrible. Donc tu vas me parler des signes astrologiques. J'y crois vachement. Tu sais, je pense qu'aujourd'hui, je ferais pas un métier dans la déco, ce qui est vraiment ma passion. J'adore tout ce qui est astrologie. T'aurais fait un peu de divination ? Ouais. C'est vrai ? Tu sais que j'ai un oracle, je commence à me tirer l'oracle, j'adore. C'est un truc, ça me passionne. Comprendre aussi, tu vois, je fais tout un tas de trucs de la sophro, je vois des hypnoses, des machins. J'adore. Je trouve que c'est vachement intéressant d'aller comprendre ce qui bloque des fois et pourquoi on réagit de certaines façons. C'est un truc qui me passionne en fait. Donc, non, mais si je raconte le truc complètement, dans 15 ans, mes boîtes elles tournent. J'ai pas besoin d'y être tous les jours. Je dirige tranquille. Je voyage beaucoup, ça toujours. J'aimerais avoir une résidence secondaire au Portugal ou à Ibiza, ça serait mon kiff. Et du coup, je te tirerai les cartes, voilà. Je rigole. J'ai hâte de connaître mon avenir. Non, mais ouais, avoir 2-3 boîtes que j'arrive à piloter sans y être au quotidien, ça me plairait bien. Et puis, moi, faire juste mes petites rénos de maison, tu vois, mes petits achats-reventes, rénover, faire de la déco tranquille. Pas de pression, mais... Écoute, pour ma part, et j'espère que c'est le cas pour toi aussi, j'ai pas vu le temps passer. Mais c'est déjà fini ? Avant qu'on clôture, merde. J'ai un petit jeu que je t'ai demandé de préparer tout à l'heure. Ouais, mais là. Parce que je sais que t'aimes bien accueillir chez toi.
Et du coup, si tu pouvais inviter une personne, vivante ou non, connue ou non, ce serait qui? La reine d'Angleterre. Ou... Non, mais j'aime bien Barack Obama aussi, tu vois. Ah, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Mais rien à voir. Mais je trouve que ce mec, je sais pas, il incarne un truc, je saurais pas te dire quoi. Je trouve que ça a été un super président. Écoute, on le dit haut et fort dans ce podcast, si jamais un jour Barack Obama nous écoute, il est cordialement invité chez toi. Cordialement. Écoute, je te remercie Loana. Pour ceux qui n'auraient pas tout retenu, on vous met toutes les références dans le descriptif pour qu'ils puissent comprendre un peu tout ce qui s'est dit aujourd'hui. Moi, je te dis merci pour ce moment, sans jeu de mots. Vraiment, c'était un très bon moment passé avec toi et c'était très inspirant parce que c'est une histoire qu'on n'entend pas tous les jours. Quelqu'un qui a été en redressement judiciaire, qui s'en est sorti et qui continue de pouvoir aller de l'avant. C'est quand même assez exceptionnel et je te dis bravo pour ça. Et maintenant, je vais te laisser un petit temps pour clôturer cette émission. Et je te laisse la parole. Et ben moi, je tiens à te remercier de m'avoir choisi en fait pour l'ouverture de ton podcast. C'est ultra valorisant. Ça a été une épreuve pour moi quand même parce que comme je te dis, je suis ultra introvertie, timide. Ouais, on dirait pas, je sais. Non, mais j'ai pas du tout confiance en moi et du coup pour moi ça a été un nouveau challenge et du coup je suis ravie de faire partie du lancement de votre podcast. Et j'espère qu'il y aura beaucoup de succès. Voilà. Merci Loana. Merci à vous. C'est le off, Loana. C'est là, il y a personne qui sait ce que tu vas dire. Ou peut-être pas, ça se trouve j'enregistre, tu sais pas. Non, dis-moi, t'as oublié un truc quand même, je le sais. Ouais, mon beau-frère. Et tu comptais pas en parler ou quoi? J'attendais que tu me poses la question. Ah, donc maintenant c'est ma faute. Ouais, c'est de ta faute. Bon, non, mais l'histoire aussi, elle est partie avec Bastien, tu vois, mon beau-frère. Il fait partie de la famille, c'est l'entreprise, c'est nous, quoi. Après, Bastien a toujours été là quand on a eu besoin. Il est un peu plus en retrait médiatiquement, j'ai envie de dire. Mais Bastien, il a des parts dans la société et quand il y a des coups durs, il est toujours là. Et quand il y a besoin d'aller poser... Dans ce que j'ai trouvé, il était là dès le début, en fait. Il était là à la création. Après, il a eu pas mal d'autres projets, donc on s'est adapté. Il a des parts aujourd'hui dans la boîte et quand c'est la merde... Allô Bastien, tu viens vite, j'ai besoin de toi pour aller faire des pauses. Bien sûr que je suis là, mais voilà, on est aussi là grâce à lui, tu vois. Et sans Bastien, ça serait pas la même histoire. Voilà. C'est important que tu t'en sois souvenu. J'aurais eu la peine que tu oublies ce moment. Merci. Merci à toi.